Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Soben, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine. Je vais te laisser te présenter et nous présenter tes activités professionnelles, artistiques, personnelles. Tu te décris comme tu veux. Alors, je m'appelle Sauvane Delanoë, je suis à l'origine comédienne de doublage, enfin comédienne mais principalement dans le doublage. Puis je suis devenue adaptatrice de doublage, j'ai fait de la direction artistique de doublage, j'écris des chansons, j'ai écrit une comédie musicale, j'ai sorti 2 singles l'année dernière, je travaille à un seul en scène musicale. J'ai écrit aussi le premier single de Misha Gravenberch, qui était le finaliste de The Voice l'an dernier. Et en même temps, je viens de monter une boîte de prod avec laquelle je fais et de la prod musicale et de l'édition musicale, mais aussi de la formation. Alors, formation est un bien grand mot, mais je me suis rendu compte que le doublage était un outil très intéressant pour aider aussi bien les ados, par exemple, déjà, ne serait-ce que sur leur fluidité de lecture, mais aussi sur tout ce qui est prise de parole, reconnexion à ses émotions. Donc, ça peut aider à préparer des oraux, genre brevet, bac, tout ça. Et aussi pour tout ce qui est micro-entrepreneurs qui sont souvent solos et qui ont peu l'habitude d'être en empathie avec des clients ou avec des interlocuteurs. Et je me suis aperçue en travaillant avec des élèves que le doublage était un outil assez génial pour aider les gens à être en empathie avec leurs interlocuteurs. Donc voilà, j'ai plein d'activités en même temps. Pas tout en même temps, bien sûr, mais toutes parallèles en tout cas. Parce qu'il faut bien trouver plein de sources différentes d'activités quand on est dans les métiers artistiques, parce qu'on dépend de tellement de paramètres qu'il ne faut pas, quand il y a quelque chose de creux d'un côté, se retrouver sans rien de l'autre. Donc, Est-ce que c'est une peur que tu as, ça, de te retrouver justement des fois sans rien Alors, pendant très longtemps, je ne l'ai pas eu du tout, parce que j'ai commencé très petite. Et j'ai commencé comme comédienne, j'avais 5 ans, donc j'étais effectivement très petite et la notion financière n'était pas du tout là. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai pas travaillé pour l'argent. C'est-à-dire que même si j'en gagnais et donc si j'en dépensais, j'étais pas, je dépensais pas plus que ça. Je gagnais ce qu'il fallait pour ce que je dépensais. Je me posais pas du tout de questions de budget, c'était pas dans ma tête d'ado ou de post-ado, on va dire, c'était pas un sujet. Ça a commencé à devenir un sujet quand j'ai quitté la maison, forcément, parce que là tu commences à avoir des charges. Mais comme je travaillais beaucoup à l'époque, c'était un sujet, mais c'était pas un sujet d'inquiétude. C'est-à-dire, c'était simplement tu gagnes de l'argent, tu dépenses quand t'en gagnes pas, tu dépenses pas. Je suis plus panier percé que ça, donc j'ai un peu merdé par moment, j'ai oublié. Alors pour le coup, quand j'ai déménagé la première fois, j'ai oublié de payer ma facture d'eau et d'électricité parce que j'étais pas en prélèvement automatique. J'ai un petit trouble de l'attention et une légère phobie administrative. Donc quand ça m'est arrivé de me retrouver sans eau, sans électricité, en me disant mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'était pour ça la lettre. Et là, ma mère me disait mais peut-être tu n'as pas payé ton eau. Ah oui, peut-être c'est ça en fait. Donc mais ça se remettait dans l'ordre. À l'époque, on était payé par chèque. Et ça m'arrivait très souvent de recevoir mes enveloppes et de pas déposer mes sous parce que je faisais pas gaffe en fait. Et un jour, mon banquier m'a appelé en me disant « Vous êtes à découvert ?» Je fais « Pourquoi ? Je bien travaillé, je gagnais ma vie quand même. » Peut-être vous devriez déposer vos chèques. En fait, moi, je pensais, bêtement, hein, je pensais que je travaillais, du coup, j'avais les sous en fait. Mais non, il fallait que je dépose des chèques. C'était compliqué dans ma tête. Mais alors maintenant, on est payé par virement. Donc, du coup, cette question de est-ce que j'ai déposé mes sous ne se pose plus. Mais par contre, l'angoisse a commencé à venir quand je suis devenue maman. Parce que je suis plus toute seule et que donc il y a plus de charges. Enfin, plus de charges. C'est pas, je dis pas ça genre un enfant c'est une charge. C'est pas ça. C'est plus de responsabilités. Et puis voilà, on mange à 2, on mange plus à 1. Enfin,
Oui, Donc, puis toi, à la limite, tu peux te permettre de manger des pâtes pendant un mois c'est ça, si t'as pas bossé, mais tu voilà, peux pas mais tu peux l'infliger pas à ton l'infliger enfant. à ton enfant. Donc oui, tu fais plus attention à ce moment-là. Et donc c'était plus un sujet de préoccupation. Et là, cette année, c'est devenu un sujet d'angoisse. Vraiment, parce que cet été, il y a eu une grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Nous, on est tributaires de leur travail quand on fait du doublage. C'est-à-dire que quand ils s'arrêtent, bah, on épuise les stocks en doublage ici avec ce qu'ils ont fait. Oui. Et puis, après, ils travaillent plus, donc on n'a plus rien. Mais quand on n'a plus rien, c'est plus rien. Donc là, ils ont recommencé à travailler depuis un certain temps, mais le travail n'est pas revenu encore pour nous. Donc là, c'est vraiment un sujet d'angoisse où on se dit, bon, qu'est-ce que je vends pour manger là? Oui, donc là, c'est vrai que ça devient très là, j'en anxiogène. suis là. Voilà, parce que comme beaucoup d'artistes, je crois, j'ai pas été très raisonnable avec l'argent que je gagnais avant. J'ai jamais été multimillionnaire, hein, pas du tout. Mais j'ai des amis qui ont été beaucoup plus prudents et beaucoup plus intelligents, qui ont commencé à travailler jeunes comme moi, mais qui ont investi leur argent. Moi, j'ai commencé à travailler jeune, mais j'ai dépensé mes sous. J'étais en fac de cinéma, j'ai dépensé mes sous en DVD et en cassette et en télé. Donc, c'était pas très malin de ma part, en fait. C'est compliqué de gérer l'épargne aussi quand on est jeune parce qu'on se dit, ben en fait, là on travaille, c'est nos sous, on veut les utiliser, on veut se faire plaisir et on se rend pas compte que ce qu'on dépense, on ne l'épargne pas, justement. Ah oui, ça, je n'ai quasiment jamais épargné de ma vie, ce qui est une énorme connerie, monumentale. Euh, et en fait, bah, du coup, oui, c'est vraiment la cigale et la fourmi, quoi. Donc, sauf qu'aujourd'hui, je m'aperçois que c'était pas très rentable d'être une cigale et je le paye très cher maintenant, ouais. T'as dit quelque chose tout à l'heure que je trouve curieux, c'est, tu me dis, le doublage aide à prendre la parole en public. C'est vrai que moi j'ai cette image du doublage où tu es face à un micro, un écran, tu lis, et pour moi c'est un métier qui est assez solitaire. Et pour toi ça aide à prendre la parole devant des gens? Alors, oui, mais par extension. Déjà, à la base, c'est pas censé être un métier solitaire. C'est devenu un métier solitaire après le Covid parce que on avait des contraintes en studio où on pouvait pas être plusieurs au micro en même temps. Mais à la base, c'est pas du tout un métier solitaire. C'est vraiment un métier de troupe. C'est-à-dire qu'on est 4, 5 devant le même micro et on est ensemble et on joue ensemble vraiment. Quand je dis que ça aide à prendre la parole en public, en fait, c'est surtout que ça aide à comment dire à retrouver à trouver ses émotions et à être vraiment à se connecter à ses émotions très vite. Parce que quand on fait du doublage, c'est pas comme quand tu tournes ou quoi qu'encore quand tu tournes c'est très rapide aussi, mais quand tu es au théâtre par exemple, tu lis la pièce d'abord, tu la répètes, tu la prends par cœur, tu la répètes pendant un certain temps, t'as ton metteur en scène qui te fait essayer des choses, d'autres. C'est une espèce de laboratoire un peu avant les grosses répétitions, avant les filages, avant tout ça. Donc t'as beaucoup de temps pour créer un personnage et pour l'habiter et pour le créer. Quand tu fais du doublage, t'arrives sur le plateau d'enregistrement et on te dit bah tiens tu doubles ce personnage-là, tu l'as jamais vu avant. On te raconte vaguement sa vie, son histoire, si tant est que ce soit un rôle important, parce que si c'est pas un rôle important, on te dit c'est celui-là, tu le fais, et puis voilà, t'as pas forcément les tenants, les aboutissants et les motivations du personnage. Et donc tu dois très très vite trouver une justesse et une émotion juste. D'où ce que je disais quand je disais que ça te pousse à l'empathie. C'est évident puisqu'en fait ce personnage que tu as en face de toi sur l'écran, il faut que tu le comprennes immédiatement, que tu comprennes son sentiment, son intention, et que toi, pour que ce soit réel et réaliste ce que tu fais, tu ailles chercher l'équivalent chez toi, c'est-à-dire que tu te connectes avec une émotion qui va être la plus proche possible de celle du personnage pour pouvoir le remplir et avoir l'air sincère. Mais donc, ça doit se faire très vite parce que tu écoutes la version originale une fois ou deux et tu enregistres une fois ou deux. Enfin, oui. T'as pas le temps de faire beaucoup plus que ça. Donc, tu dois être très rapide. Quand je dis que ça aide à prendre la parole en public, c'est surtout qu'en fait, tu fais des choses en doublage que tu ne ferais pas forcément en tournage parce que très souvent, tu doubles des gens qui sont pas dans ton emploi physique.
Ça a été beaucoup mon cas, en tout cas. Et du coup, tu vas chercher des choses très loin de toi, très impudiques parfois. Et à partir du moment où tu es capable d'aller aussi loin, alors tu dois pouvoir surmonter la peur de parler devant des gens. Parce que quand tu parles devant des gens, en général, tu parles de toi ou tu parles toi. Je parle pas de jouer un rôle devant des gens encore, c'est autre chose. Mais quand tu es toi, le fait de savoir que tu es capable d'être très impudique sur un rôle devrait pouvoir t'aider à surmonter ta peur de parler devant des gens. En tout cas, ça aide à l'articulation. Et déjà, quand tu gagnes en articulation, en fluidité de langage, bah déjà, tu gagnes je vais dire en sûreté de toi. Pas du tout, ça n'existe pas. En assurance. En assurance. Tu gagnes en assurance puisque tu sais que tu vas être intelligible, clair. Donc, tu te dis, je vais pas bredouiller, je sais articuler, je sais formuler quelque chose et je sais y mettre, comme disent les enfants, tu sais, je sais mettre le ton. Oui. Et en fait, c'est des béquilles, si tu veux. C'est un outil qui te sert de béquille. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un ou deux rôles qui t'ont particulièrement fait sortir de ta zone de confort Déjà, ce qui est ce qui te fait sortir de ta zone de confort, on m'a beaucoup fait doubler des petits garçons, énormément. C'est fou ça. Donc forcément, c'est pas ma zone de confort puisque je suis une fille. Et donc c'est pas naturel. Alors quand j'étais petite, c'est un peu normal parce que quand on est tout petit, les voix des petits garçons et des petites filles sont très proches. Donc on me choisissait moi parce que j'étais peut-être plus fluide en lecture qu'un concurrent masculin, on va dire. Mais ça se jouait à ça, c'était pas grand-chose. Après, en vieillissant, j'ai plus fait de petits garçons pendant un certain temps ou très peu. Et puis j'en ai fait un, je crois, plus ou moins par hasard en fait, parce que une directrice artistique avec qui je travaillais régulièrement avait une série. Elle me dit, ah bah tiens, est-ce que ça t'amuserait de faire l'essai? C'était un dessin animé, donc c'était plus facile. C'est plus facile de faire des garçons en dessin animé qu'en réel, parce que c'est tout de suite moins crédible sur de l'enfant réel. Et genre, ouais, pourquoi pas, ça m'amuserait. Donc j'ai passé l'essai, j'ai été choisie, et à partir de là, j'ai été convoquée énormément sur des petits garçons et presque exclusivement sur des petits garçons depuis, je sais pas, plus d'une dizaine d'années, plus de 15 ans, où je fais presque plus que ça. Ah ouais, c'est fou. Alors, un peu, je vais pas dire à mon grand désespoir parce que c'est très rigolo et quand j'en fais, je suis contente, mais je regrette de plus doubler de femmes. Et tu doubles peu d'adultes, du coup? Bah, très peu, en fait, puisqu'on ne me met plus que sur les petits garçons. Alors que quand je double des adultes, c'est très drôle parce qu'on me met pas du tout sur des filles qui me ressemblent. J'ai souvent été abonnée très souvent à des brunes, déjà moi qui suis plutôt blonde, très souvent à des comédiennes afro-américaines, et souvent à des filles à problème, alors soit des psychopathes, soit des drogués, soit des putes, soit... Donc peut-être c'est ce que je dégage, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. Mais je sais pas pour quelle raison, mais il se trouve qu'effectivement c'est a priori pas mon emploi physique en tout cas, mais qu'en doublage ça l'a beaucoup été, et c'est assez là pour le coup, oui, tu sors de ta zone de confort parce que tu doubles quelqu'un qui ne te ressemble absolument pas en fait. C'est quoi la temporalité quand tu doubles un rôle? Est-ce que ça se passe sur combien de temps? C'est 1 ou 2 journées? Ça peut durer un mois? J'ai pas la notion de la durée d'un doublage. Ça dépend sur quoi. Quand tu fais une série, je vais être assez vague dans les chiffres parce que ça dépend et on pourrait m'inscrire en faux sur pas mal de choses. En général, on fait 40 minutes utiles par jour si tu veux, en gros. Si ce n'est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas on fait un épisode du matin au soir. C'est plus souvent on a un lot de 4-5 épisodes et on les fait grosso modo sur une semaine. Parce qu'on a le rôle principal qui vient sur 2 jours, les petits rôles qui viennent sur une demi-journée. Donc c'est plus... sur des séries, on va dire, c'est 5 épisodes sur une semaine en 40 minutes. Sur des 20 minutes, tu vas faire 5 épisodes sur 2 jours et demi peut-être. Sur du dessin animé, tu peux faire un peu plus. Mais sur du film cinéma, par contre, tu prends beaucoup plus de temps. Et là, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la prod, ça dépend de est-ce qu'on a le film complet
quand on le commence? Est-ce qu'on a un film encore avec un montage pas définitif? Donc là, la temporalité, elle change vraiment, vraiment beaucoup en fonction du film. Est-ce qu'il y a des chansons? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, voilà. D'un point de vue vraiment pratique, pour bénéficier du régime d'intermittent du spectacle avec des contrats de parfois 2 jours, 1 semaine et tout ça, ça doit nécessiter de faire énormément de doublages, énormément de projets différents. Ouais. Bah, on a la même contrainte d'intermittence, c'est-à-dire ces 507 heures, je crois, si je ne me trompe pas, sur 12 mois. Peut-être sur 18 encore, je ne sais pas, ça a dû sauter, ça, c'est 12. Hein. Mais alors, je suis très mal placée pour te le dire, parce que moi, j'ai perdu mon intermittence il y a, je sais pas, 15 ans au moins. Ah ouais, là maintenant, tu factures, du coup? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis toujours au cachet comme comédienne. Mais d'abord j'ai monté une société, donc je suis plus éligible au régime de l'intermittence, mais surtout depuis que je suis principalement auteur, les gens ne pensent plus à moi comme comédienne, donc je ne travaille plus assez pour avoir mon intermittence. L'année dernière j'ai fait 10 cachets de comédienne, donc voilà, 10 cachets de comédienne, t'as pas ton intermittence, il en faut, en l'occurrence, puisque c'est 507 heures et qu'un cachet c'est 12 heures, un peu moins d'une cinquantaine, ça doit être 48 cachets ou quelque chose comme ça. Donc 48 cachets, oui, ça fait minimum un cachet par semaine pour avoir ton intermittence. Ce qui finalement est énorme. Oui, ça paraît peu pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas intermittents. Enfin, et qui ne sont pas dans nos métiers, je veux dire, parce que 48 cachets, 48 fois 12 heures, à la rigueur, ça fait 48 jours de travail. 48 jours de travail sur 365 pour avoir ton intermittence, ça peut paraître ridicule. Or, c'est tout sauf ridicule parce qu'on dépend d'abord de la conjoncture. Ensuite, on dépend de la tranche d'âge dans laquelle on est, parce que quand tu regardes à la télé, finalement, t'as pas forcément beaucoup de rôles de tous les âges. T'as quand même un âge moyen dans lequel se situe le plus gros des rôles. Si t'es plus jeune, t'en as pas tant que ça. Si t'es plus âgé, voilà. Et si t'es une femme, t'en as encore moins, puisque, dramatiquement parlant, en moyenne, il y a un rôle de femme, pour 7 rôles d'hommes. Oui. Donc tu as déjà 7 fois moins de chances de travailler si tu es une femme que si tu es un homme, puisqu'il y a 7 fois moins de rôles. Alors après, maintenant, ça tend à évoluer un peu, parce que tu as des séries qui sont presque intégralement féminines, comme Orange is the New Black ou des choses comme ça, mais c'est vraiment... Disons que c'est tellement rare qu'on les cite, justement, quand elles arrivent. On peut les trouver. Ça avait commencé avec des séries comme Sex and the City où les rôles principaux étaient féminins, mais c'est tellement rare. Tellement rare. Donc, si tu es une femme, que tu as dépassé 40-50 ans, voilà, c'est pas facile d'avoir 50 cachets par an, en fait. C'est clair. Et en plus, tu dépends de la mode et tu dépends de l'usage qui a été fait de ta voix. C'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, ta voix a été énormément entendue sur différentes choses, que tu n'as pas forcément doublé en même temps. C'est-à-dire que si tu as doublé 4 séries, toi, sur 4 mois, mais qu'elles sont toutes diffusées en même temps sur des chaînes hertziennes, par exemple, dès qu'on zappe, on t'entend. Et on se dit, ah bah non, on l'entend dans tout, on va pas la mettre sur les essais d'une autre série. Sauf que toi, pendant que ça passe, tu ne travailles pas. Et oui, c'est ça. Donc, d'où la raison pour laquelle on avait fait la grève en 94 pour avoir des droits de suite, qu'on a obtenus à l'époque, mais... qui ne sont pas non plus à la hauteur de l'exploitation de nos voix. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qui rentrent en ligne de compte, qui font que avoir l'intermittence en tant que comédien de doublage est très, 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 très compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue comédienne de doublage à 5 ans? Alors, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, en fait. Ma maman est comédienne. Elle a fait le conservatoire, elle a fait du théâtre, elle a tourné, elle a commencé à faire du doublage dans les années 70. Pour la resituer, ma maman, c'est la voix de Maya l'abeille. Donc on connaît tous la voix de ta maman. Voilà, c'est ça. C'est la voix de Maya l'abeille, c'est la voix de Purday dans Chapeau blanc et bottes de cuir, de Makepeace dans Mission Casse-Cou, de Lady Oscar... de la petite de la femme qui se transformait en canari dans XOR. Là je parle aux gens qui ont au moins mon âge, hein. Et de Kelly dans Santa Barbara quand même, mais ça aussi je parle à des gens qui ont au moins mon âge. Mais et en fait voilà, maman faisait ce métier là et j'étais
en CE1. Je suis rentrée au CP, j'avais 4 ans et demi. L'année d'après, j'ai fait une phobie scolaire, donc j'étais en cours par correspondance. Et du coup, j'accompagnais maman partout, en fait. Oui. Puisque je vivais avec ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère travaillait au bureau, donc je ne pouvais pas être avec ma grand-mère. Et comme maman était intermittente, et que c'est pareil, les babysitters, ça coûtait un peu un bras, j'allais avec maman partout sur les plateaux. Puis j'aimais bien ça en plus. Donc, et un jour, dans une salle d'attente, un chef de plateau sort de son plateau en disant on cherche des enfants qui savent lire pour un film qui devait être un film hongkongais qui s'appelait Boat People, Passeport pour l'enfer. On cherche on cherche un garçon qui sait lire. Et maman dit je suis désolée, moi j'ai juste une fille qui sait lire. Le chef de plateau fait ça l'amuserait quand même de faire l'essai parce que garçon-fille à 4-5 ans, on la voit. Le petit garçon dans le film doit avoir à peu près 4 ans. Moi j'en avais 5 et demi. Et maman me dit est-ce que ça t'amuse? Je dis ouais, pourquoi pas, c'est rigolo. Donc je suis allée faire l'essai. Je m'en souviens encore, la phrase d'essai c'était j'aime pas les œufs au jambon, je préfère les omelettes aux champignons. C'est se souvenir de ça 40 ans après, c'est assez rigolo. Et j'ai été choisie pour faire ce film, qui était un film assez pénible, mais ils ont été tellement adorables avec moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on travaillait... Alors, c'est pareil, ça a beaucoup changé. On travaillait à la boucle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille en longueur. On a une image en vidéo avec un timecode qui se déroule sur toute la longueur du film. Et la bande rythmo sur laquelle on lit se déroule aussi sur toute la longueur du film. Avant, quand on faisait des films cinéma, on travaillait à la boucle, c'est-à-dire que le film était découpé en minutes presque, ou en minutes 30, qui étaient des scènes qui tournaient en boucle, et l'image, pareil, tournait en boucle. Donc, il n'y avait pas de marche arrière, en fait. D'accord. C'était très rare qu'on utilise la marche arrière. On laissait tourner la boucle. Quand on se trompait, on attendait qu'elle repasse et on refaisait. Et tu pouvais donc enlever l'image ou la laisser. Et en fait, il y avait des scènes qui étaient tellement violentes parce que le film était un film horriblement violent. Pas du tout un film d'horreur, un film plus politique. Les scènes étaient tellement violentes que pour les scènes les plus dures, il m'avait enlevé l'image. Et du coup, il m'expliquait la situation de façon à ce que je puisse interpréter le rôle sans être traumatisée par ce qui se passait à l'image. Parce que j'ai toujours pas vu le film, j'ai toujours j'en ai vu des extraits, mais ça m'a déjà tellement traumatisé que je veux pas le voir. Par exemple, il y avait une scène où le petit garçon était sur la tombe de sa mère qui avait été tuée par des militaires et donc il disait au revoir maman. Et moi j'ai 5 ans et je fais au revoir maman. Et donc non en fait, parce que t'es sur la tombe de ta mère, mais moi j'ai pas l'image. Oui. Donc le chef de plateau me dit écoute, c'est beaucoup plus triste que ça parce qu'il sait qu'il la reverra jamais, il y a aucune chance qu'il la revoie jamais et tout. Donc j'ai réussi à trouver déjà à l'époque en fait la peur de se dire ça fait quoi que si on revoit pas sa maman et d'aller chercher le sentiment. Et puis à partir de à partir de ce film-là, ça s'est enchaîné. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait Fievel et le Nouveau Monde. J'ai fait Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. J'ai fait La Famille Adams, Le Dernier Samaritain, Tendre Passion, Liaison Fatale. Enfin plein de films Oui, qui sont et de très téléfilms connus, et de séries, voilà, sur lesquelles j'ai travaillé. Puis j'ai jamais arrêté. Puis à 16 ans, j'ai eu envie de m'essayer à l'adaptation de doublage. Donc, je faisais les deux un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Alors, l'adaptation, c'est un métier totalement différent qui, pour le coup, là, est très solitaire puisque tu es chez toi. C'est écrire en français la traduction et l'adaptation des dialogues américains ou anglais pour les rendre à la fois corrects en français, corrects vis-à-vis, bien sûr, de la grammaire et de la langue, mais surtout corrects par rapport au niveau de langage, aux références, pour que ça ait l'air d'être un dialogue français, pour pas trahir l'esprit de l'œuvre, en fait, et le rendre compréhensible et efficace pour les Français, et le rendre synchrone avec le mouvement des lèvres des acteurs originaux. Donc c'est un travail, pour le coup, beaucoup plus solitaire, puisqu'on est vraiment tout seul pour le faire. Mais ça m'amusait beaucoup. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'avais 16 ans. Pendant très longtemps, j'étais plus comédienne qu'auteur. Après, ça a commencé à s'équilibrer un peu.
Et puis des années après, quand j'ai eu mon fils, et que surtout quand il est, lui, entré en cours par correspondance, aussi suite à une phobie scolaire comme moi, je me suis dit que j'allais plus me focaliser sur l'écriture parce que ça me permettait d'être avec lui. Donc, je me suis beaucoup plus focalisée sur l'écriture et là, effectivement, là, on m'a un peu oubliée sur les plateaux. Donc, j'ai quasiment plus travaillé comme comédienne depuis... Enfin, je travaille encore, hein, je fais 10 cachets par an, mais depuis une bonne dizaine d'années où je suis plus que auteur. Alors, je vois bien dans ton parcours que ça a été, du coup, très tôt assez évident de faire un métier artistique, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je vais être infirmière, astronaute, ou est-ce que tu savais que toi, ce serait quand même dans un milieu artistique? Alors, ni infirmière, ni astronaute, mais je crois que je me suis jamais posé la question, en fait. Mais je sais pas... En fait, très vite, moi, j'ai su que je voulais écrire. C'est ce que je préfère faire, de toute façon. J'écrivais déjà toute petite, j'écrivais des histoires. C'est toujours, je crois que c'est vraiment ce que je préfère. Enfin, non, je sais que c'est ce que je préfère. Et je suis assez contente d'ailleurs que ce soit l'écriture qui me fasse vivre davantage que la comédie. Même si j'adore la comédie, mais je serais... ce serait injuste de dire qu'en tant que comédienne, j'ai un feu sacré ou c'est pas vrai. Pas en tant que comédienne. En tant que comédienne, je prends beaucoup de plaisir. Je m'amuse. C'est un jeu. On appelle ça le jeu d'acteur, hein, bien sûr, mais c'est un jeu parce que je trouve que c'est vraiment un challenge d'aller vers un personnage et quand tu le fais bien et que tu vois le résultat, et tu te dis waouh, ça passe bien en fait. C'est une certaine fierté. Donc c'est très très fun. Mais l'écriture, ça, oui, pour le coup, c'est vraiment une vocation. Donc oui, je pense que j'ai toujours su que je ferais un métier artistique, mais en fait, je pense que je me suis même jamais dit que j'allais faire un métier, en fait. Oui, tu t'en es rendu compte plus tard, en fait, que c'était vraiment un métier qui allait te faire vivre, en fait. Non, en fait, je crois que j'ai jamais considéré ça comme un métier. Comme un travail, oui, parce que c'est beaucoup de travail. Que ce soit l'écriture ou que ce soit la comédie, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais en fait, très longtemps, mais même jusque-là, quoi, jusqu'à maintenant que je suis dans une mer de noir, si tu veux, j'ai jamais fait la corrélation entre travail et métier. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression que je travaillais pour gagner de l'argent. Je travaille parce que j'aime travailler et je gagne de l'argent parce que j'ai besoin d'en avoir pour vivre. Mais... c'est pour ça que je suis une excessivement mauvaise gestionnaire, parce que je ne mets pas mon temps au service de ce qui va me rapporter le plus nécessairement. Enfin, je fais mon travail parce que j'aime faire mon travail, je le fais avec beaucoup de conscience professionnelle, beaucoup d'amour, et j'adore ça. Et l'argent... En fait, j'ai toujours, je crois, séparé l'argent que je gagnais du travail que je faisais pour le gagner. Peut-être parce que ça m'arrangeait de pas faire la corrélation entre les deux, mais je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, hein. Peut-être que je demande à un psy un jour. Mais j'aime travailler, j'ai toujours travaillé, je ne sais faire que ça, mais j'ai jamais considéré que c'était un métier. Le problème, c'est quand on dit travail, en latin, hein, travail, ça vient du mot trépalium, c'est un instrument de torture. Sauf que pour moi, le travail, ça n'a jamais été une torture, puisque je fais quelque chose qui me plaît dans ce travail. Mais je le fais en fournissant un effort, c'est-à-dire pas un effort douloureux, un effort pour le faire bien, avec conscience. Voilà. Oui, c'est quand même fatigant. Oui, c'est de la bonne fatigue. C'est comme les gens qui aiment faire du sport ou les danseurs, ou même si un danseur est passionné par la danse, faire de la barre tous les jours, et c'est un travail. Et puis, je connais pas de danseur qui se réveille le matin sans avoir mal, quoi. Enfin, c'est douloureux, la danse. Mais c'est une passion, et je sais pas s'ils considèrent ça comme un métier, comme un travail, forcément, parce qu'il y a du travail. Mais est-ce que chez beaucoup d'artistes, il y a cette corrélation de « je fais ce travail pour gagner ma vie, donc c'est un métier ». Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ce qui revient quand même beaucoup quand j'interviewe des artistes, c'est quand même cette notion de
de toute façon, j'avais pas le choix que de faire ça. Enfin, moi, je trouve ça des fois plus compliqué d'aller travailler 40 heures par semaine, même pour un très bon salaire derrière un bureau, si t'aimes pas ça, quand t'as une passion à côté à laquelle t'as envie de donner tout ton temps et ton énergie. Je pense que c'est plus fatigant d'avoir quelque chose de stable si t'as envie d'autre chose. C'est surtout plus fatigant quand t'es pas stable. C'est ça. En fait, moi, je suis pas quelqu'un de stable dans ma tête. Hein. On est très nombreux dans ma tête. Donc, je crois que je supporterais pas, en fait. Et puis, on a déjà donné à l'école. Enfin, moi, j'ai arrêté l'école. Enfin, j'ai pas arrêté. Hein. J'ai eu mon bac à 16 ans en candidat libre. Mais j'ai quitté l'école à 13 ans parce que ma grand-mère est tombée malade et que je suis restée à la maison pour m'occuper d'elle. Enfin, pour m'occuper d'elle. Elle n'avait pas besoin que je m'occupe d'elle, mais elle avait... moi, j'avais envie, en tout cas, d'être auprès d'elle. Donc j'ai arrêté l'école à cet âge-là. Mais déjà... Et j'avais fait 1 an par correspondance en CE1. Donc, on va dire... Et j'ai pas fait mes maternelles. Donc, déjà, j'avais fait CP, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, 8 ans. 8 ans de burlingue, quoi. 8 ans de 9h, 18h, en fait. Ça m'a suffi pour ma vie, en fait. Ouais, toi, tu t'es rendu compte que c'était pas du tout quelque chose pour toi. Et non. Mais d'ailleurs, c'est un vrai problème de l'école en France. C'est que oui, c'est pas adapté à beaucoup d'enfants, en vrai. Est-ce que mais je sais pas si... oui, non, l'école est pas adaptée, ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Non, moi, j'ai donné pendant 8 ans et ça m'a pas amusé, hein, du tout. Les mêmes collègues tous les jours, le même bureau, les mêmes collègues, les mêmes patrons. Non. Déjà petite, non, quoi, en fait. Donc, et ça veut pas dire que je suis pas capable de faire une tâche répétitive tous les jours. Quand tu adaptes une série et que tu es sur la même série pendant très longtemps, sans avoir d'autres produits, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais parfois tu as une série qui se ramasse sur un temps assez court et donc tu passes beaucoup de temps sur les mêmes épisodes. Enfin, maman a adapté, parce que maman fait de l'adaptation aussi de doublage, elle a adapté Urgence pendant 15 ans, donc elle passait 5 jours par semaine à l'hôpital. Mais même une année, elle a eu Urgence et Grey's Anatomy, donc c'était pas mal. Ah oui, d'accord. On peut rester dans une même contrainte tous les jours avec les mêmes gens, mais malgré tout, c'est pas comme être au bureau, quoi. Alors ça a un revers aussi, c'est-à-dire que quand tu travailles chez toi, mais je pense que tous ceux qui sont micro-entrepreneurs ont le même revers à la même médaille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu travailles chez toi, t'as plus non plus d'espace privé. Oui. Et il n'y a rien qui t'empêche de t'arrêter à 18h30, enfin, il n'y a rien qui t'oblige à t'arrêter à 18h30, on va dire, ou il n'y a rien qui t'oblige à pas commencer à 7h dès que tu as le pied en dehors du lit. C'est ce que révèle le télétravail aussi beaucoup. C'est ça. Si t'es pour peu que tu sois un peu staccanoviste du boulot, c'est difficile de séparer vie pro, vie perso quand tu travailles chez toi et quand tu es auteur. Et ça, je m'en rends bien compte. Tu nous dis donc que ta mère a fait du doublage, l'adaptation, tu suis un peu ses pas. J'ai l'impression que le milieu artistique, c'est vraiment une affaire de famille. Tu me parlais avant d'enregistrer de ton fils qui est un très bon musicien. Oui, alors pour le coup, lui, par contre, il n'est pas du tout allé vers le doublage. D'abord parce que j'ai pas essayé de l'y mettre, ça me paraissait pas être le bon endroit pour lui. Le métier a beaucoup changé en doublage. C'est toujours un métier que j'aime beaucoup parce qu'on y fait du bon travail et qu'il y a des artistes formidables dans cette corporation. Mais depuis le Covid et depuis qu'on travaille tout seul au micro, ça commence à revenir. On travaille un peu de plus avec des gens maintenant, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc depuis que c'est devenu presque aussi solitaire d'aller enregistrer sur un plateau que de faire de l'écriture, j'y trouve moins mon compte en fait. J'aime beaucoup, au moins, t'as quand même déjà un rapport avec ton ingénieur du son et ton directeur artistique, donc déjà, humainement, c'est quand même plus riche que d'écrire tout seul, mais ça a beaucoup changé, et du coup, je trouve ça un peu dommage, et donc, j'avais pas spécialement envie que mon fils rentre dans ce métier au même âge que moi j'y suis rentrée, pour pas profiter du même fun que moi j'ai eu à l'époque. Parce que quand j'ai commencé le doublage, j'ai commencé avec des gens comme Roger Carrel, comme Francis Lax, des légendes du doublage, si tu veux. Jacques Frantz, Patrick Poivet, vraiment des légendes.
qui étaient avec lesquels on travaillait tout le temps et qui avaient beaucoup de temps à accorder aux débutants, qui étaient très friands de te donner des conseils et c'était tellement riche et tellement génial et je trouve qu'on a perdu un petit peu de ce fun-là. Donc spontanément, j'ai pas eu l'envie de le diriger vers ça. Et puis je me suis dit, bon, je vais le laisser vivre son enfance sans être obligé d'aller chercher une activité, qu'elle soit artistique ou pas, avant d'être plus grand. Par contre, j'avais une envie, c'était de le mettre à la musique. Parce que j'étais désespérée, je trouvais qu'il n'écoutait pas assez de musique, il chantait pas. Il avait quel âge à ce moment-là ? Oh, il était petit, mais même vers 3-4 ans, je trouvais qu'il n'était pas accro à la musique comme moi je pouvais l'être au même âge. Et je trouvais ça un peu triste parce que j'avais envie, moi, d'avoir beaucoup de musique à la maison. Puis je me suis dit, c'est un enfant qui chante, ça veut dire qu'il est bien, quoi. Donc j'étais un peu triste qu'il n'écoute pas de musique. Par contre, on a toujours eu des instruments à la maison et il passait, il tapait dessus. Il avait fait du piano, du bébé piano comme on fait du bébé nageur. Et ça, il aimait beaucoup. Donc, je m'étais dit, je vais continuer, je vais lui proposer, choisir piano, guitare. Il y avait une école de musique pas loin de la maison. Et je lui dis, ils font batterie, guitare, piano. Batterie, guitare ou piano, qu'est-ce qui t'intéresse ? Et là, bien sûr, il me répond batterie. Ok, je dis, d'accord, t'aurais essaye. Pas dû lui dire. Bon, si c'est pour obliger un enfant à faire de la musique et qu'il aime pas l'instrument que tu lui imposes, c'est un peu dommage. Donc, je voulais qu'il choisisse. Donc, il va faire un cours d'essai de batterie. Puis, il se trouve qu'effectivement, il n'a pas vraiment la maturité pour jouer cet instrument qui est horriblement compliqué. Et je lui dis, tu vois, c'est un peu compliqué. Le prof, il a dit qu'il valait mieux que tu réessayes l'année prochaine. Mais est-ce que tu veux essayer la guitare ou le piano ? Et moi, je me dis secrètement, j'ai pourvu qu'il fasse piano. Et là, il me fait guitare. Je suis d'accord, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, guitare. Donc, je le mets en cours de guitare et il commence, il avait, 6 ans, je crois. Il commence, mais alors, pas avec un enthousiasme fou. Hein. Sérieux, flemme, tu vois. Ah, c'est dur d'apprendre un instrument. Flemme. Joli, mais flemme. Et puis, un jour, je vais le chercher en cours. Il était un peu plus content parce qu'il travaillait Stand By Me à la guitare, donc il trouvait que ça sonnait bien. Et je vais le chercher en cours et en sortant du cours, on traverse le rayon musique du magasin où était l'école, donc, et il voit une grande guitare. Il fait, c'est quoi cette guitare ? Je lui dis, chérie, c'est pas une guitare, ça, c'est une basse acoustique. Et il me fait, waouh, c'est beau, je peux l'essayer ? Je dis, bien sûr. Donc il prend la basse qui était 4 fois trop grande pour lui, il avait 7 ans. Et il me dit, ça se joue comment ? Je lui dis, mais comme la guitare, en fait, c'est les mêmes premières cordes. Donc, si ce n'est qu'elles sont plus grosses, c'est plus grave. Ah, ok. Donc, il essaye de jouer Stand By Me, qu'il apprenait à la guitare, il le montre à la basse. Et là, je vois ses yeux faire ch'ting. La lumière dedans, les étoiles autour, elle fait, oh, mais c'est trop bien, je peux faire ça. Je dis, ah, d'accord, ok. Va trouver des cours de basse. Et puis, surtout... mais oui, mais ok, mais alors une basse à ta taille, c'est compliqué. Enfin, et en même temps, il commence à écouter de la musique un peu et il craque complètement sur l'album de Calogero qui était Liberté Chérie. Donc, je joue de la musique fondamentale, machin. Magnifique album. Sublime album. Et donc, fan de Calo qu'il devient, au Noël qui suit, je lui trouve une basse à sa taille, une basse électrique, et je lui achète ça pour Noël. Et là, il commence à apprendre tout seul. Et il continue la guitare à côté. Et il continue tellement bien la guitare qu'un jour, je le filme en train de faire un petit cover de Fondamental tout seul, qui chante et qui joue à la guitare. Trop mignon et tout. Et puis pour en février qui suit, je lui offre des places pour aller voir Calogero à l'Européen. Et là, il me fait, oh maman, est-ce que tu crois que je pourrais avoir une photo dédicacée ? Je sais pas. Tu veux pas une licorne plutôt ? C'est ça, une licorne, la paix dans le monde. On peut voir, mais photo dédicacée, je sais pas. Je dis, tu vas voir, il y a des gens qui ont les badges, tu sais, les gens de la sécurité, va les voir, et puis tu vois. Et donc il va voir quelqu'un qui lui dit, ah bah non, je suis désolée, c'est compliqué, c'est le début de la tournée, c'est la première date, on n'a pas encore de merchandising, de tout ça, on n'a rien. Je suis désolée. Donc il revient, mais super dépité. Et il me fait, oh, il n'y en aura pas et tout. Je suis désolée, chérie. Puis je me retourne et je vois dans le public une dame assise
Et là, mais une espèce d'éclair de génie. Je peux pas te dire d'où ça vient, je n'en sais rien encore aujourd'hui. Je lui dis, tu vois la dame là-bas? Il me dit oui. Je dis, je pense que c'est la compagne de Calogero. Mais tu la connaissais? Mais pas du tout. Pas du tout. Hein. Je pense que c'est un encart de voici chez un coiffeur 2 ans avant. Hein. C'est fou. Un truc comme ça. Et je lui dis, si c'est elle, elle est auteure de chansons, elle s'appelle Marie Bastide. Le nom me revient. Hein. C'est vrai. Énorme. Ouais. Et je lui va la voir. Tu risques rien. Si c'est pas elle, elle te dit c'est pas moi. Si c'est elle, tu vois. Il y va. Et il revient 5 minutes après en disant, maman, t'as ton téléphone avec le cover que j'ai fait de Calo et tout. Je dis, oui, bien sûr. Il viens avec moi. Donc je monte avec lui et effectivement, c'était bien Marie Bastide, c'était bien la compagne de Calogero. Et elle me dit, mais il paraît qu'il a fait un cover, est-ce que je peux écouter? Je dis, bien sûr. Elle me dit, j'entends rien, il y a trop de monde, est-ce que tu peux me l'envoyer? Donc des gens se tutoient, ok, super. Est-ce que je peux avoir ton numéro, mais je te l'envoie, je vous te le commande. Où? Ah bah attends, je te donne mon numéro. Ouais, c'est fou. Ok, d'accord. C'est dingue. Elle me donne son numéro. Et je lui envoie le truc. Et elle me dit, écoute, je le montre à Calo demain, et puis t'inquiète pas pour la photo dédicacée, on s'en occupe, je note ton adresse, pas de problème. Okay. Et toi, là, tu dois te dire, j'espère qu'elle va le faire parce que mon gamin... C'est ça, exactement. Et je dis à mon fils, tu sais, chérie, d'abord, elle a un bébé, elle aussi, depuis pas longtemps, donc elle a d'autres chats à fouetter que penser à toi, même si t'es très mignon, même si t'es le plus bel amour du monde, de la vie, de l'univers, mais elle a peut-être, elle, une autre priorité qui est un autre plus beau du monde et de l'univers. Et puis Calo, il commence à tourner, il est forcément... Enfin, voilà, c'est compliqué. Peut-être qu'elle n'y pensera pas, ou peut-être que ça prendra beaucoup de temps. Oui, d'accord, mais pas de problème. Et il prend ça, mais zen. Ok. Il regarde quand même la boîte aux lettres tous les jours. Hein. Oui. Bien sûr. Et rien, bien sûr. Enfin, rien dans les 48 heures, hein, t'imagines que ça n'arrive pas tout de suite. Et puis, pendant les vacances de février qui suivent, donc quelques jours après, je reçois un coup de fil de Marie Bastide qui me dit « C'est Marie, Calo a vu la vidéo de Ruben, il a trouvé ça tellement charmant, il a adoré, il faut que tu lui dises... T'inquiète pas, je m'occupe de la photo dédicacée. » Je dis, oh là là, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que hier, je cherchais des places pour aller voir le concert à Bercy, et il n'y a plus que des places dans la fosse. Et je peux pas emmener mon gamin de 7 ans dans la fosse. D'autant que, j'ai oublié de raconter cette histoire, il se trouve que mon fils est sourd. D'accord. On s'en est rendu compte après qu'il ait commencé la basse, et on comprend que c'est pour ça qu'il aime la basse, en fait, parce que l'instrument vibre. Et oui. Donc, il est sourd moyen, hein, il est appareillé des 2 oreilles maintenant, et il entend à peu près 30% de ce qu'on entend. Donc, je peux pas l'emmener dans la fosse, les appareils auditifs, 7 ans, enfin... Elle me dit, oh, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Pareil, je dis pas à Ruben qu'elle s'occupe du concert. Mais je lui dis, incroyable. Mais je lui dis, Calo a adoré ton truc, ta vidéo, il a craqué, il a trouvé ça super sympa, il pense à la photo et tout. Et je ne dis rien pour le concert. En me disant, elle va saper. Et quelques semaines après, elle me rappelle, alors le 5 ou le 6 juin pour Bercy? Bah le 5. Ok, super. Alors, tu viens, j'ai mis les places en VIP, tu viens me retrouver à l'entrée des artistes de Bercy. Je vous emmène tous les deux en loge et il rencontre Calo. C'est incroyable. Et là, tu fais waouh. Ok, magnifique. Et donc, on y va. Il rencontre Calogero, bien sûr. Et Calo lui montre un peu tous les instruments qu'il a dans sa loge. Ruben, sous le charme, passionné. Calo lui dit, alors tu aimes la musique? Pourquoi tu aimes la musique comme ça? Ruben lui dit, parce que je crois qu'il n'y a que la musique qui peut sauver le monde. Calo lui fait, c'est une bonne idée. 7 ans. Très bien, 7 ans, voilà. Ça s'est calmé, il est moins philosophe hein, depuis. Ça s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle l'adolescence. Et Calo lui montre une de ses basses. Sauf qu'au moment où il a 8 ans, il comprend qu'il fait une bêtise parce qu'il est gaucher, lui. Et Ruben est droitier. Sauf que Ruben, il se démonte pas. Il prend la basse à l'envers. Et il joue un jour au mauvais endroit, à l'envers, sur la basse de Calo. Sans réfléchir. Ça prend 2 secondes, le temps qu'il réalise que les cordes sont à l'envers. Et il fait le truc à l'envers. C'est fou. Hein. Et là, Calogero me regarde en disant, mais il arrête jamais la musique. Hein. Je pense que c'est pas au programme. Du tout. Et donc, magnifique rencontre. Et voilà, ça s'arrête là-dessus. Et 1 an plus tard, mon fils a 10 ans.
Et je me dis, pour ces 10 ans, parce qu'il me fait un deuxième plan dans le même genre, la même année, quelques mois après. Un jour, il me dit, on va voir un concert ce soir, il n'y a pas un concert de jazz, parce qu'on allait voir plein de concerts de jazz. Parce que j'ai pas mal d'amis dans ce milieu-là au départ, depuis longtemps en fait, mais avec lesquels mon fils me pousse à renouer, puisque moi j'étais plus du tout dans la musique en fait. Oui. J'y avais été un peu au moment des rencontres d'Astafor quand j'avais 20 ans. Donc tu as 3 heures tu as une saison entière avec moi, je pense, d'enregistrement. Mais c'est parfait, de toute façon je suis transportée par ce que tu racontes, donc je t'écoute. Et donc j'étais à l'époque un peu dans la musique, mais j'y étais plus. Mais Ruben aimant tellement ça, du coup, je renoue avec tous mes potes. Et puis, il en rencontre, lui, dans les concerts où moi, je vais voir un copain, il rencontre les autres et ça devient le copain des autres musiciens. Et de fil en aiguille, on en connaît de plus en plus et on va en voir en concert de jazz. Et un soir, il me dit, il n'y a pas un concert de jazz dans le coin ? Je fais, je sais pas, je regarde. Il fait, si, il y a un truc à Courbevoie. C'est Eric Serra avec un groupe de jazz fusion. Il me dit, c'est cool. Puis il est bassiste en plus, Eric Serra. Je savais pas qu'Eric Serra était bassiste. Pour moi, c'était juste le compositeur du Grand Bleu, si tu veux. Et puis je me dis, pas mal. Hein. Oui, non, mais quand je dis juste, j'avais pas toute l'ampleur de sa carrière. J'étais juste une admiratrice parce qu'on a grandi avec ses musiques et les films de Besson et voilà. Donc je connaissais pas plus de lui que ça, si tu veux. Mais je me dis quand même en jazz fusion, compliqué, peut-être un peu. C'est difficilement accessible. Et puis en plus, j'avais cette idée, si tu veux, que les musiques d'Eric Serra étaient géniales parce qu'elles étaient sur les films de Besson. J'avais pas d'idée de ce que ça pouvait donner sans, en fait. Et surtout réorchestré en jazz fusion, où là d'un coup, intellectuellement dans ma tête, c'était compliqué. Et je lui dis, je suis pas sûre de jazz fusion. Il fait, mais en plus, regarde, on connaît le batteur. Je dis, bon, d'accord. Donc on y va. Il me dit, comme ça, il pourra me le présenter. Je fais, ouais. Alors attends, excuse-moi, mais on est quand même un peu sur de la star internationale. Le mec, il a fait une musique de James Bond. Enfin, tu vois. On est quand même sur du high level. Donc, c'est ça pas qui est beau avec l'enfance, c'est que tout est tellement possible que tu réussis. Tout est possible. Je dis quand même, c'est du high level, pas sûr, quoi. Peut-être, le mec, il a les moyens d'avoir la grosse tête quand même, tu vois. Je dis donc, pas sûr. Et à l'entracte, son pote batteur lui dit, je peux pas t'emmener le voir parce que j'ai un problème de pédale de batterie à régler, je peux pas m'en occuper. Mais toi, vas-y, il est en train de fumer sa clope dehors, va le voir. Ruben me fait, j'y vais. Je fais, oh putain. Je sors la pelle, la balayette pour ramasser le petit cœur en morceaux parce que je me dis, le mec va pas lui donner l'heure. Du tout. Et il se met en face de lui, il fait, bonjour, Ruben. Et là, Eric Serra en face lui fait, bonjour, Eric, t'es musicien ? Et Ruben fait, ouais, je suis bassiste. Et à partir de là, tu ne les as plus séparés. C'est fou. C'est devenu le poisson pilote d'Eric. Et ils sont devenus super potes. Et tu sais, je veux dire, voilà, ils n'ont pas parlé 10 minutes, ils sont devenus super potes. Ah non, ils sont amis. Ils sont amis aujourd'hui encore. Enfin, ça fait 5 ans que ça dure. Ils sont vraiment amis. Et donc, aux 10 ans de Ruben, pour ses 10 ans, je veux lui offrir une basse et je fais faire à sa taille la même basse que celle d'Eric. Et je lance un peu une cagnotte, parce que c'est une basse de luthier, donc c'était un peu cher. Et donc, j'appelle tous ses potes musiciens en disant, si vous avez envie de participer, parce que forcément, un gamin qui joue comme ça, puis qui a du talent, a priori, tous les musiciens l'aiment beaucoup et le parrainent un peu, si tu veux. Et il y a beaucoup de bienveillance chez tous les musiciens qu'il connaît et qui disent, ah bah oui, avec plaisir. Donc, t'en as qui participent à la cagnotte, t'en as qui lui font une petite vidéo pour ses 10 ans. Le premier à participer à la cagnotte, c'est Eric, qui fait aussi sa vidéo pour ses 10 ans. Je lui fais un petit montage vidéo de tout le monde. Et bien sûr, j'appelle Marie Bastide en lui disant, est-ce que tu peux demander à Calo Et j'ai pas de nouvelles de Marie. Je réinsiste une deuxième fois. Elle me rappelle en disant, je suis désolée. C'est un peu tendu entre Calo et moi en ce moment, donc je lui transmets le message, mais je sais pas ce qu'il fera ou pas. Moi, en tout cas, je ferai la petite vidéo pour Ruben, mais lui, je peux pas te dire ce qu'il fera. Donc je suis bon, bah c'est pas grave, ça arrive. Je suis désolée pour toi, pour vous, et j'attends. Enfin, j'attends pas d'ailleurs. En fait, je laisse passer un peu. J'attends pas. Tu espères un peu. Même pas, en fait. Ouais. Je lâche l'affaire. Je lâche prise sur ce coup-là. Et
Et quelques jours après, mon téléphone sonne en numéro masqué. Alors, il faut savoir que je ne décroche jamais les numéros masqués parce que j'ai pas envie qu'on me vende des fenêtres ou des poêles à bois ou des appareils auditifs. Je suis servie, merci. Et donc, je décroche. Bonjour, vous êtes la maman de Ruben ? Oui, c'est Calogero à l'appareil. Et là, tu fais, mais bien sûr, moi, je suis la reine d'Angleterre. Là, je pense que c'est le moment où je lâche le téléphone. Tu vois, c'est ça, voilà, un peu. Je vais Calogero comme dans Calogero ou voilà. Oui, il paraît que c'est les 10 ans de Ruben. Oui, c'est les 10 ans de Ruben. J'aimerais beaucoup lui faire un cadeau. Ah bah ça tombe bien, parce que je lui fais faire une basse pour ses 10 ans et il y a une cagnotte. Fait, ah oui, mais non. Je veux lui faire un cadeau, moi. J'aimerais beaucoup lui offrir une basse. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a comme basse ? Je lui dis, il a ça. Là, on lui fait faire une short scale fretless, 5 cordes. Ah, il joue sur des 5 cordes ? Oui. Oui. D'accord, ok, très bien. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dépose le cadeau, que je vous l'envoie, ou est-ce que vous voulez venir me voir, comme ça je lui donne en direct ? Oh bah, comment vous dire ? On veut bien venir. Il me dit, bon, bah, rendez-vous le 21 décembre 2000. On est quoi ? On est en 2024 cette année, donc le 2014. Pas du tout. On est en 2024. Pour ces 10 ans, donc de 2020, 2009. Ok. 2009. Bah oui, c'est 10 ans. Non, 2009, 2019. Oh putain, je suis nulle en date. 2019. 2019. Et je dis d'accord, alors normalement mon fils est du 22 décembre et je déteste qu'on fête les anniversaires en avance, mais comment te dire que là, la question se posait pas. Au pire, tu fêtes celui d'avant 364 jours après, c'est pas très grave. C'est ça. Et du coup, on y va. Je ne dis rien à Ruben. Je lui dis pas ce qu'on va faire du tout. Et je l'emmène enfin, pas chez lui, mais dans le studio où il nous donne rendez-vous. Je te raconte pas la tête de mon fils quand il voit que c'est Calogero qui lui ouvre la porte. Je peux même pas imaginer ce que tu ressens là, en fait. Hallucinant. C'est dingue. Et déjà, moi, j'étais très impressionnée, mais multiplie ça par 2000 dans la tête d'un enfant de 10 ans, quoi. Et Calo lui dit, bah tiens, regarde, j'ai un cadeau pour toi. Et il voit une housse de basse, fait, oh, une housse de basse, c'est trop sympa, j'en ai pas pour ma basse. Et il va prendre la housse. Oh là là. Sauf que tu connais cette impression de soulever une valise, tu crois qu'elle est pleine et en fait elle est vide. Ouais. Bah là c'est l'inverse. Tu crois qu'elle est vide et en fait elle est pleine. Et il soulève le truc comme si c'était un fétu de paille et c'est lourd. Fait, oh. Et donc il ouvre et dedans une basse trop grande pour lui à l'époque, parce que c'était une vraie grande basse, 5 cordes, une Marcus Miller magnifique. Tu sais que j'ai vraiment la chair de poule pendant que tu parles. Et donc c'est incroyable. Il reçoit ce cadeau et Calo lui fait, on joue ensemble, on fait un petit bœuf. Et j'ai une vidéo de Ruben et Calogero jouant ensemble sur la basse qu'il lui a offerte. Alors maintenant, la basse est enfin à sa taille. Elle est dédicacée, bien sûr. Le drame a été que comme elle était dédicacée, qu'il a fallu la vernir, elle est allée chez un luthier. Et elle est restée chez le luthier pendant tous les confinements parce qu'on n'a pas pu la récupérer. Je te raconte pas l'angoisse de mon fils de se dire si jamais il arrive quelque chose et que je récupère pas ma basse. Mais tu m'étonnes. Je pense que j'aurais eu peur de jouer dessus. Mais maintenant, il joue dessus beaucoup. Maintenant, il joue énormément dessus. C'est une de ses basses préférées parce qu'en plus, elle a un son de dingue. Donc voilà, tu vois, il a des parrains. Et lui, c'est la musique. Et il m'a ramené dans la musique. Parce que non, le podcast n'est pas sur mon fils, il est sur moi, bordel. Et il m'a ramené complètement dans la musique. En fait, c'est comme ça que je me suis dit, mais finalement, si lui, il a le courage d'aller réaliser ses rêves, en fait, ça me donne un peu envie, moi, d'aller au bout des miens. Et du coup, j'ai recommencé à écrire des chansons. Avec des musiciens avec qui il a travaillé, j'ai fait arranger des singles et j'ai enregistré 2 singles l'année dernière. Et voilà quoi, en fait, c'est reparti. Je suis retournée dans la musique comme ça, avec un plaisir non dissimulé grâce à lui. D'ailleurs, il m'accompagne sur un de mes singles. Parce que tu aurais quand même jamais imaginé te mettre à la musique 5 ans avant, j'imagine. Bah non, pas du tout. Et puis, effectivement, de toute façon, à mon âge, j'ai pas la vocation de faire le Stade de France un jour. Hein. C'est clair que je vais pas faire une carrière de chanteuse. Mais moi, mon but, en fait, je chante mes chansons pour que les gens entendent que je fais des bons textes. Puis tu chantes très bien, en plus.
Enfin, j'ai écouté tes Merci, chansons. c'est très vraiment gentil. très joli. C'est très gentil, je suis mal placée pour juger, mais surtout je chante des chansons que j'écris et j'aime bien ce que j'écris. Enfin, quelque chose que j'apprécie chez moi, j'aime bien ce que j'écris. Et je me dis, c'est dommage que les gens ne sachent pas que j'écris des chansons. S'ils ne le savent pas, ils vont pas venir me chercher de toute façon. Donc je vais mettre ce talent-là en avant. Et donc, j'ai enregistré des chansons que j'avais écrites et je fais des petites vidéos sur YouTube où j'adapte des chansons étrangères en français. Voilà, pour montrer ma plume un peu, en espérant pouvoir séduire des interprètes qui auraient envie de travailler avec moi. C'est un peu le but du jeu. Ce que tu as fait récemment avec le finaliste avec de The Misha Voice. Gravenberch, oui, pour qui j'ai écrit une chanson qu'il a chantée en première partie d'Amel Bent et qu'on a coproduite avec le co-compositeur et qui est sortie le 8 mars dernier sur toutes les plateformes et qui est très très belle. Donc il faut aller écouter ça. Oui, allez-y. C'est aussi une histoire, c'est un petit monde en fait que je regroupe dans le podcast et c'est une histoire qui est encore liée à Erwan puisque Oui. c'est Erwan que j'ai reçu dans le podcast et dont j'ai reçu la compagne Manon très récemment qui a réalisé un des clips de tes chansons. Exactement, c'est lui qui a réalisé le clip des Mers Adragantes, qui est un clip irrésistiblement drôle. Et alors, et c'est pas le premier clip qu'il réalise pour moi, parce qu'on va reparler de Ruben. Le premier clip que Erwan a réalisé, c'est un remake du clip de Fondamental pour Calogero, de Calogero, qui est en fait un clip qu'avait réalisé Claude Lelouch, qui est un clip qui est particulier parce que c'est un plan séquence. Donc très très compliqué. Très difficile à réaliser. Plan séquence dans un appartement. Et toi, tu le vois ici, on n'est pas un appartement, on est dans une maison. Donc déjà, c'est plus compliqué parce qu'on rajoute la contrainte de l'étage. On rajoutait en plus une contrainte qui était une contrainte de placard qui avait des vitres, donc évite les reflets. Mais on se dit, ce serait top que Ruben puisse faire un remake du clip de Fondamental. Et donc, Erwan a relevé le défi et il l'a fait au téléphone portable en 2 prises, je crois. Un truc incroyable. On a beaucoup répété avant. On avait redécoré toute la maison pour faire exactement l'équivalent du clip. Et je crois qu'au plan près, on est juste, en fait, dans le timing incroyable. Il a fait un montage, enfin, pas un montage. Oui, sur un plan. On va expliquer ce qu'est un plan séquence, oui. Mais c'est un plan très long où, en fait, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe du tout. Il n'y a pas de coupe et il n'y a même pas de coupe, il n'y a même pas de triche de coupe parce que, par exemple, quand on prend le film d'Hitchcock qui s'appelle La Corde, on dit toujours que c'est un plan séquence, mais c'est pas réellement un plan séquence d'1h30 puisque les bobines ne faisaient que 10 minutes. Chaque plan est un plan séquence de 10 minutes et en fait, le dernier plan se fond dans un pot de fleurs et repart de là. Donc il y a une coupe de fait en fait puisqu'il y a une fin de bobine. Alors que là, il y en a vraiment pas comme dans le clip original de Calo. Mais c'était très challengeant parce que d'abord, on n'a pas les moyens d'un tournage pareil, on n'a pas de travelling. On n'a pas un appartement de plein pied, on n'a pas d'espace autour, on est vraiment dans une vraie maison dans laquelle on vit, donc c'est compliqué. Et il a fait un travail de dingue sur ce clip. Et du coup, forcément, quand j'ai voulu faire un clip sur les Mers Adragantes, c'était évident de l'appeler lui. Oui. Parce qu'il a un regard, il a un œil très sûr et beaucoup de talent. Donc c'était évident que ce serait lui. Alors moi, j'ai scénarisé le clip. Et du coup, après, on a commencé à chercher des idées vraiment de plans. Et on a passé un très, très bon moment à tourner ce clip, qui est très efficace, je trouve, et qui est très drôle. C'est beau aussi d'avoir, du coup, ce point commun pour la musique et de pouvoir travailler avec ton fils qui est déjà si jeune, de pouvoir travailler avec Erwan qui est ton ami, de finalement te retrouver dans le réseau de personnes comme Calogero, tu vois. En fait, c'est une histoire, la musique que t'as pas vu venir, t'as juste voulu que ton fils en écoute plus, et qui aujourd'hui dirige ta vie, en fait. Et en fait, il en écoutait pas plus parce qu'il était sourd, donc c'est assez drôle. Oui, le fait qu'un enfant sourd, avec l'oreille absolue, te ramène à la musique, c'est assez drôle. C'est qu'il fallait que ça arrive, quoi. Ouais, c'est fou. Il fallait que ça arrive. Et en fait, c'est ça qui dirige sa vie aujourd'hui aussi. Ah, complètement. Et puis, c'est un monde... encore une fois, j'aime beaucoup le monde du doublage. D'ailleurs, comme c'est vraiment ma compétence principale, c'est pour ça aussi que je veux continuer à travailler là-dessus en m'en servant comme outil de coaching et de formation pour des gens. Parce que vraiment, je suis sûre que
qu'il y a un vrai potentiel dans le doublage qui est intéressant. Mais la musique, c'est vraiment... C'est des gens que j'aime particulièrement. D'abord parce que ils sont très humbles en général. Il y a un travail de malade derrière chaque instrumentiste. Des années d'études pour ceux qui ont fait du conservatoire et en tout cas des années de pratique pour les gens qui jouent. Il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de partage. Parce qu'ils savent très bien, les musiciens, que ils jouent pas tout seuls en fait. Ils ont besoin d'un groupe, ils ont besoin de... Un batteur, c'est très bien si c'est un bon batteur, mais enfin, s'il n'a pas de bassiste, ça sert à rien. Un batteur et un bassiste tout seul, c'est sympa, mais s'il n'y a pas un guitariste, un clavier, un chanteur... Donc, il y a quelque chose d'humain chez les musiciens qui me fascine, qui me passionne et que j'aime profondément. C'est vraiment des artistes pour lesquels j'ai une tendresse infinie. Ouais, mais tu vois, je trouve ça beau d'arriver à la fin du podcast en plus avec ce message parce que c'est vraiment un message de passion totale. Enfin, on voit que vraiment, je pense que tu as trouvé ta place peut-être et tu dis que tu es tombée dans la marmite avec le doublage. Ça, tu l'as fait sans te poser vraiment la question et moi, j'ai le sentiment que là, c'est la première fois que tu fais quelque chose qui t'appelle, en fait. Oui, enfin, en plus, ça m'a appelé par le biais de mon fils, en fait. Donc, c'est drôle. Oui, c'est ça m'appelle, en fait. C'est pas moi qui l'ai appelé, en tout cas. C'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai jamais forcé vraiment les choses dans ma vie, mais il y a des choses que tu cherches à faire. Effectivement, là, pour le coup, monter une entreprise ou travailler en micro-entrepreneur pour faire de la formation, par exemple, c'est un choix délibéré, c'est réfléchi, c'est construit, c'est aussi une envie parce que c'est l'envie d'accompagner des gens, de rencontrer. C'est tout. En fait, je crois que c'est ça le point commun de tout. C'est le lien, l'envie de rencontrer, l'envie de créer des choses, l'envie de partager beaucoup et de permettre aux gens de partager à leur tour, de créer du lien parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est très bien, hein, mais ça crée un lien qui n'est pas vrai. On n'est pas... Enfin, c'est pas vrai. Bien sûr, tu as des gens qui te like, qui t'écoutent, qui te répondent, qui te parlent, mais c'est pas pareil qu'un vrai lien humain. Et en fait, tout ce qui peut m'approcher des gens vrais, des gens que tu rencontres en face à face, comme on se rencontre aujourd'hui, c'est ça qui est précieux, en fait. Ouais, c'est très vrai. Donc, partir de l'ombre à la lumière de l'autre. L'ombre des studios dans laquelle j'ai grandi, l'ombre de mon bureau où je travaille seule, jusqu'à la lumière des gens, que ce soit les gens que tu rencontres quand tu travailles en formation avec eux, ou les gens que tu rencontres dans la musique, ou le public que tu rencontres quand tu as la chance de chanter devant des gens, ce que j'espère faire bientôt. Oui, tout est toujours une histoire de rencontre, de lien et parfois de rencontrer la bonne personne au bon moment. C'est ça. Aussi. Tu écoutes un peu le podcast, donc tu connais la dernière question traditionnelle. Si tu devais parler à la petite Sauvane à 5 ans qui accompagne sa maman dans les studios de doublage et qui prend un micro pour la première fois, tu lui dirais quoi ? Ça va aller. Mais fais gaffe quand même. Ouais. La vie, c'est pas un jardin d'enfants. Donc, ça va aller, profite. Mais profite vraiment. Ne prends pas les choses pour acquises. Quand tu rencontres quelqu'un, rencontre-le vraiment. Te dis pas « Ah, c'est cool ». Sois plus là. Sois plus présente. Plus attentionnée, plus attentive aux gens autour de toi. C'est un très très beau conseil. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Mais c'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.